Bien, merci beaucoup. Effectivement, le problème de surpopulation carcérale est un problème qui est récurrent dans les établissements pénitentiaires depuis de très nombreuses années, avec une particularité que nous connaissons tous, c'est que ce problème de surpopulation carcérale existe dans les maisons d'arrêt en particulier, et non pas dans les établissements pour peine. Établissements pour peine qui sont jusqu'à présent protégés par ce qu'on peut appeler un numerus clausus, qui fait qu'effectivement, il y a un nombre de places qui sont dédiées à l'accueil de la population. Tant que ces places ne sont pas libérées par des aménagements de peine ou des libérations sèches, aucun autre détenu est réaffecté dans ces établissements. Par contre, en maison d'arrêt, nous sommes confrontés à l'accueil de deux types de populations pénales. Donc les prévenus, sur lesquels effectivement nous n'avons aucun moyen, en tout cas pour pouvoir interagir sur le nombre d'écrous en établissement, puisqu'à partir du moment où une personne est mise en cause dans une affaire et qu'un juge des libertés et de la détention décide son incarcération, elle est donc placée en maison d'arrêt. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans les maisons d'arrêt, on se retrouve à peu près avec 2/3 de personnes qui sont condamnées et qui font un petit peu le fait que ces établissements-là sont beaucoup plus surpeuplés qu'ils ne devraient l'être. Donc aujourd'hui, on a à notre sens, une possibilité de pouvoir interagir sur la surpopulation carcérale, soit à l'entrée de la population pénale condamnée dans les établissements, soit à la sortie, puisque ce sont les deux seuls axiomes sur lesquels on peut effectivement régler ce problème de surpopulation carcérale. La difficulté, c'est que cette surpopulation génère un certain nombre de phénomènes de violence dans les établissements, puisque même si la loi pénitentiaire a prévu qu'à partir de 2014, effectivement, l'encellulement individuel devra être la règle dans le cadre des établissements, le moratoire qui va jusqu'en 2014 va arriver très vite, et au jour d'aujourd'hui, il nous paraît que nous sommes dans l'incapacité de pouvoir répondre, en tout cas, à cet axe de la loi-là. Donc nous pensons qu'effectivement, pour pouvoir mieux réguler, en tout cas, la surpopulation carcérale, nous sommes favorables, pour ce qui concerne FO Direction, à l'instauration aussi dans les établissements de type maison d'arrêt d'un numerus clausus pour ce qui concerne l'affectation des personnes condamnées, j'entends, et non pas des personnes prévenues. Reste bien évidemment à pouvoir déterminer les principes qui pourraient être mis en œuvre par la loi pour pouvoir y parvenir. Il y a des pays scandinaves qui le réussissent très bien. Il y a déjà des pays européens sur lesquels ce principe de numerus clausus existe, donc soit par une régulation des entrées, soit effectivement par des missions qui sont confiées au chef d'établissement qui élargissent en tout cas ses compétences ou qui lui donnent beaucoup plus de compétences que ce que nous pouvons trouver aujourd'hui dans la législation française en termes de petits aménagements de peine, de petits élargissements. On a ce qu'on appelle en France, vous savez, le CFIP, qui est une nouvelle modalité d'exécution des peines qui a été décidée il y a quelques mois en arrière, qui a eu beaucoup de mal à se mettre en ordre de bataille, qui commence à peine à progresser. Et il nous paraît très utile que justement les chefs d'établissement dans les maisons d'arrêt puissent avoir à un moment donné une interaction sur ces modalités d'exécution de peine ou même sur des petits aménagements de peine qui sont plutôt aujourd'hui du ressort du juge de l'application des peines. Alors, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, effectivement, la violence dans les établissements plutôt type maison d'arrêt est beaucoup plus accrue que dans les établissements pour peine. Des violences qui peuvent se faire jour tant sur d'autres personnes détenues que sur le personnel. Des problèmes de promiscuité, des problèmes de raquette, de soumission, qui font qu'à partir du moment où un petit groupe de personnes est obligé de vivre dans des lieux réduits avec des activités qui sont aussi par le même fait diminuées, puisqu'à partir du moment où on est obligé dans les établissements de ce type de séparer les personnes, soit selon leur origine de quartier, de provenance, de ville, on peut avoir des phénomènes de bande qu'il faut arriver à enrayer dans nos établissements. Ça nous conduit aussi, justement, malheureusement, à être obligé de sélectionner une partie de la population pénale pour la répartition dans les activités, ce qui fait que l'oisiveté de ces personnes
dans les lieux de détention est beaucoup plus importante et on peut arriver après à des phénomènes qu'on connaît, soit sur des phénomènes aussi de radicalisation, puisque c'est un sujet à la mode aujourd'hui, même si ça reste à la marge, mais aussi sur des vrais problèmes d'accentuation de difficultés personnelles et mentales, où on sait que la prison peut aussi, par moments, générer soit des compensations. Et on sait que pour un certain nombre de personnes qui sont déjà en souffrance, en tout cas psychologique ou psychiatrique, la prison peut aussi parfois, malheureusement, être un facteur aggravant. Donc la difficulté aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a depuis un certain nombre d'années une augmentation très importante de ce type de population pénale qui souffre malheureusement de troubles psychiatriques. Et même si le législateur a fait le choix, il y a quelques années, d'améliorer la prise en charge en installant des UHSA, force est de constater qu'aujourd'hui, le nombre d'établissements qui sont dédiés à la prise en charge de ce type de personnes reste quand même relativement limité. Et il nous semblerait intéressant qu'on puisse justement développer, en tout cas, la mise en place d'établissements comme on peut connaître Château-Thierry, où on a des structures sanitaires qui sont vraiment adaptées pour la prise en charge de ce type de profil. Il serait important aussi de pouvoir, à mon sens, augmenter le nombre d'UMD. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés pour placer, en tout cas les médecins, pour placer des détenus dans les unités pour malades difficiles. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en raison de cette promiscuité et de ce surencombrement, des modalités qu'on connaît tous, qui sont définies par le Code de procédure pénale, par exemple de séparation de prévenus condamnés, sont des choses qui sont très difficiles à mettre en œuvre. Alors après, on pourrait pousser le raisonnement un petit peu plus loin. Que veut dire séparation prévenus condamnés? Quand on sait qu'on peut avoir parfois des personnes qui sont sous le statut de prévenus, mais qui sont aussi des personnes hyper réitérantes, qui ont déjà commis des faits délictuels ou criminels à plusieurs reprises et qui se retrouvent dans une situation de prévenus. Donc, nous pensons qu'il faudrait que nous puissions développer beaucoup plus, de manière plus élargie, ce dispositif de séparation. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à la fois effectivement prévenus condamnés, mais aussi type d'infraction reprochée pour les prévenus ou type de condamnation, et surtout aussi profil de personnes incarcérées, puisque on a quand même la chance, entre guillemets, d'avoir régulièrement une traçabilité, même si elle n'est pas de fait, si la personne concernée est réécrouée ou écrouée à nouveau dans un établissement qui n'était pas celui dans lequel elle a été détenue précédemment. Nous avons une bonne connaissance en général des personnes qui ont déjà été placées sous main de justice, et le fait d'avoir cette connaissance-là peut nous permettre justement d'avoir une meilleure répartition pour faire diminuer les phénomènes de violence dans les établissements. Alors, vous évoquiez aussi le sujet des ratios dans les établissements, puisque on nous proposait un ratio qui équivalait à 0,45 personnel dans un établissement classique, ce qui voudrait dire qu'on pourrait imaginer qu'il faudrait 90 surveillants pour 200 détenus en règle générale. Il nous semble que la question est beaucoup plus précise que cela. On a des établissements qui sont par nature différents, avec des vocations différentes, qui nécessitent des prises en charge différentes. Et la taille est aussi une question d'importance, puisque si vous avez une structure où vous avez 200 personnes hébergées, vous aurez de toute façon un besoin en personnel qui sera incompressible sur des tâches qui sont des tâches incompressibles, de prise en charge générale, de fonctionnement de l'établissement. Et puis vous avez aussi tout ce qui concerne la prise en charge particulière du détenu dans son étage et de sa surveillance. On sait aujourd'hui que dans les établissements dans lesquels on a pu développer des prises en charge en fonctionnement en binôme ou en trinôme, on a beaucoup moins de phénomènes de violence et d'agression que dans des établissements où vous avez parfois de grands étages, où vous avez un agent qui peut être amené à prendre en charge entre 80, 90, voire 100 détenus sur un même niveau d'hébergement, ce qui peut aussi poser des problèmes, en tout cas de banalisation, en tout cas de la personne détenue. C'est quand même très difficile quand vous êtes en maison d'arrêt surveillant à l'étage de pouvoir engager ne serait-ce qu'un dialogue de quelques minutes avec une personne détenue pour évoquer un problème que cette personne-là va vous soumettre. Ça, ce sont des choses qu'aujourd'hui, on a d'énormes difficultés à pouvoir conduire jusqu'à son terme.
Donc l'histoire des ratios, je pense qu'elle est beaucoup plus difficile que ça. 4,5, c'est un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose à nos yeux et sur lequel il faut vraiment affiner les choses par rapport au type d'établissement dans lequel on va se trouver, par rapport au type de détenus qu'on va garder dans ce type d'établissement. Est-ce qu'on va être dans un établissement hyper sécuritaire de type maison centrale ou est-ce que complètement à l'inverse, on sera dans un quartier ou dans un centre pour peine aménagé? Vous voyez, il y a une marge très importante qui laisse penser qu'il faut affiner ce chiffre d'une manière beaucoup plus précise. Alors pour ce qui concerne les courtes peines, effectivement, pour notre organisation, nous pensons que plus on pourra éviter effectivement que les personnes intègrent la prison, en tout cas qu'elles l'intègrent le plus tard possible, mieux ce sera pour éviter la récidive. Alors il y a une difficulté, c'est qu'effectivement à partir du moment où on a toute une frange de professionnels qui ont été amenés à se positionner et à prendre des décisions par rapport à une personne, c'est parfois difficile aussi de faire comprendre, je pense à la police, ça peut être aussi certains magistrats ou autres, de se dire qu'à partir du moment où une personne a été condamnée à une peine aussi courte soit-elle, que cette personne-là ne fasse pas sa sanction en prison. En tout cas, c'est ce que peut aussi penser parfois l'opinion publique. Sauf que nous pensons que la prison fait peur, en tout cas continue à faire peur tant qu'on n'y a pas mis les pieds. Et il y a un phénomène involontaire, en tout cas pour les réitérants et les personnes que nous avons l'habitude de côtoyer régulièrement. Il y en a quelques-uns. Il y en a pour qui la prison peut vraiment être un passage salvateur et ne plus revenir en prison. Il y en a quand même quelques-uns, heureusement. Et vous avez aussi des personnes qui ont fait le choix, un choix de vie, en tout cas pendant une période donnée, tant que le déclic s'est pas fait dans sa tête d'essayer de trouver une autre voie de vie, reviennent de manière systématique. Alors, effectivement, plus on peut patienter et essayer d'aménager cette peine à partir du moment où on a des gages certains, en tout cas, d'insertion de cette personne-là, mieux c'est pour éviter et lutter contre la récidive. Il faut aussi être complètement honnête. La difficulté de ce genre de pratique, c'est qu'on peut avoir à l'inverse des personnes qui savent que sur une précédente condamnation courte, je ne sais pas, ça peut être 2 ou 3 mois aménagé en placement sous surveillance électronique par un magistrat, peut avoir aussi tendance, et ça c'est des discussions que j'ai eues avec des magistrats, de revenir une fois d'après de nouveau condamné à 3 mois en disant je viens chercher un PSE puisque la dernière fois je l'ai fait en PSE et ça s'est bien passé. Donc après il y a aussi les limites de l'exercice, mais je pense que c'est la bonne connaissance et le suivi des dossiers qui nous permet après de prendre la meilleure décision, et je pense que de toute façon le taux de récidive et la réitération des condamnations doit être un facteur aussi pris en compte pour décider si effectivement il y a la nécessité de placer cette personne en détention ou pas. Le deuxième axe, c'est la sortie. C'est la sortie de la personne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous avez une personne qui est condamnée à 3 ou 4 mois de prison et qui est présentée à l'établissement, nous n'avons aucun moyen matériel ni de temps pour pouvoir mettre en place de toute façon un aménagement de peine. Les 4 mois sont un délai incontournable aujourd'hui pour préparer de toute façon un aménagement de peine. Ce sont même en général les délais d'audiencement au niveau du juge d'application des peines qui est de toute façon surbooké sur ce type de demande pour pouvoir le faire. Donc ça veut dire que quand on prend la décision d'incarcérer une personne détenue pour une courte peine, on sait que cette personne-là de toute façon va faire sa peine, bien sûr un petit peu érodée des réductions de peine, enfin en tout cas du crédit de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires éventuelles. En tout cas, cette personne-là fera sa peine. Donc, quid après de l'accompagnement une fois cette personne-là sortie, on peut s'apercevoir aussi que bien souvent, il y a des vrais risques de réitération justement sur ce genre de profil-là. Alors, ce qui nous semble important, et c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est que les meilleurs professionnels dans les établissements pour pouvoir aussi accompagner vers la sortie et vers la réinsertion les personnes incarcérées, ce sont les chefs d'établissement et les directeurs. Non pas que les services pénitentiaires d'insertion ne servent à rien, c'est pas ce que je dis. Ils ont un rôle très important à jouer. Ce qu'on s'aperçoit malheureusement aujourd'hui, c'est que, au regard de toutes les obligations qui se mettent en place en termes de probation, les SPIP sont beaucoup plus orientés justement sur ce travail de probation et de préparation d'aménagement de peine que sur tout ce qui peut toucher à l'insertion, à l'accompagnement intérieur,
à être une écoute à un moment donné de la personne détenue, il n'y a pas le temps. On le voit au quotidien et effectivement, ça n'est plus la priorité parce qu'à un moment donné, il y a des choix à faire, surtout quand on est dans un établissement qui est hyper surpeuplé. Et du coup, ce pan-là, qui est normalement dévolu, en tout cas aujourd'hui, aux travailleurs sociaux, en tout cas au CEPIP, ne l'est malheureusement pas en permanence. Et bien souvent, on s'aperçoit que dans des structures, ça peut être soit dédié à des officiers, parfois à des gradés qui vont essayer du mieux de leur connaissance de pouvoir accompagner la personne, en tout cas en intérieur. Et ce qui nous semblerait aussi très pertinent, c'est de pouvoir intégrer des assistantes sociales de secteur, puisque comme vous le savez aussi, dans le cadre de la loi pénitentiaire, il y avait été décidé de pouvoir permettre à la personne détenue en tout cas de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales et de faire sa domiciliation au niveau de l'établissement. Il nous semble judicieux justement de pouvoir intégrer l'assistante de secteur aussi dans la prise en charge et l'accompagnement, ce qui serait, à mon avis, salvateur aussi pour les équipes des SPIP et, à mon avis, un relais très intéressant dans le cadre de cette optique-là. Alors, nous pensons aussi que pour pouvoir affiner cette prise en charge-là, vous savez que la réforme des SPIP date depuis 1999, où effectivement, avant, les équipes de travailleurs sociaux, telles qu'on les appelait à cette époque-là, étaient rattachées sous une forme un petit peu hybride au chef d'établissement de l'époque et aussi au juge d'application des peines du temps des CPAL. Et le statut de 99, en tout cas la réforme de 99, a fait évoluer les choses avec la mise en place du DSPIP. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, au regard de l'augmentation incessante et logique et normale de toutes les tâches qui concernent le milieu ouvert, on a malheureusement, de fait, et surtout par rapport à ce que je viens de vous dire précédemment, quelque peu abandonné tout ce qui concerne l'insertion au niveau de l'établissement. Nous pensons, nous, à FO Direction, et ce qui ne serait pas du tout contre-productif pour un suivi pérenne de la personne détenue par le milieu ouvert, il peut très bien y avoir une articulation, c'est ce qu'on fait d'ores et déjà, que les équipes SPIP et les antennes milieu fermé dans les établissements pénitentiaires devraient, nous semble-t-il, être rattachées, comme l'avait d'ailleurs souligné la Cour des comptes, à l'autorité du chef d'établissement, tout en gardant son autonomie d'équipe, c'est-à-dire que le CEPIP est rattaché à un DIP de manière la plus logique possible, et DIP qui peut avoir toute sa place au niveau de l'établissement. Aujourd'hui, on fonctionne avec des engagements de service qui sont plus ou moins respectés selon les possibilités des uns et des autres, qui, à mon avis, enfin à notre avis en tout cas, est une difficulté justement dans la prise en charge des personnes qui nous sont confiées pour pouvoir justement faire en sorte de pouvoir travailler sur un dispositif d'insertion qui soit pérenne et adapté. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule.